Alors, un immense merci pour cette magnifique présentation qui vraiment nous amenait notamment la question de cette, comme on l'a montré, de cette circulation, de cette acclimatation, mais aussi d'une des difficultés de faire l'histoire, de rendre l'histoire à celles et ceux qui l'ont faite, et toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir par rapport à cela. Et donc, c'est vraiment très remarquable de voir que des historiennes comme toi, Hélène, tentent de faire ce travail de redonner à ces acteurs historiques colonisés la place qu'ils doivent avoir. On va maintenant passer à une discussion sur donc une approche expérimentale du jardin, comme le titre l'évoque. Ça sera une sorte de brainstorm avec Basmet, que j'accueille ici, Véronique Mur, ainsi qu'Hélène, qui continuera à avoir la discussion. Je vous invite à rejoindre le plateau, enfin le podium. Et je vais commencer par vous représenter Basmet, parce que je dis bien représenter, je pense que beaucoup de... Pardon, Hélène. Allez-y, allez-y. Je pense que vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, Bas, qui est professeur d'architecture paysagère à Harvard GSD, qui a fondé à Bruxelles en 2007 son studio, et avec lequel il a réalisé plus de 50 projets à l'international, avec des projets, on en parlera, qui varient d'échelle, avec certains d'entre eux que vous connaissez certainement, comme le Parc des Ateliers à Arles, d'autres que vous ne pouvez pas encore connaître, mais que vous connaîtrez sûrement bientôt, comme celui de Notre-Dame de Paris. Par ailleurs, hop là, on a la chance d'avoir avec nous Véronique Mur, qui est donc ingénieure agronome tropicale. Comment ? En agronomie, mais j'ai bien dit, ingénieur en agronomie tropicale. Et qui a fait une grande partie de son parcours professionnel dans le domaine public, notamment pour le site du Pont du Gard, pour la région Occitanie ou encore dans la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Et donc moi, je suis extrêmement content de pouvoir discuter de tout ça avec vous maintenant. Alors. Donc peut-être qu'on pourrait commencer un petit peu. On va vraiment essayer de fonctionner sur le principe d'une discussion, et vous allez pouvoir chacune montrer des images quand vous le souhaitez, et voilà, afin de rendre ça un peu vivant, comme une sorte de pause café sans café, en fait. C'est presque l'objectif. Et sans images, si, avec quelques images par moment, j'espère. En tout cas, on pourra y réfléchir. Mais peut-être que je pourrais commencer en repartant sur la thématique qui nous intéresse ici, à l'échelle du jardin. Parce que, et ça c'est une question que je vais poser à Bas, est-ce que le jardin a une échelle de prédilection selon toi ? Pour moi, ce n'est pas forcément une question d'échelle, mais de contenant. Pour moi, le jardin, il est fermé. On avait parlé hier de l'origine, les jardins perses emmurés qui délimitent une zone plus sûre, entourée de la jungle ou d'une zone non maîtrisée. Et pour moi, du coup, le jardin, il est caractérisé par le fait qu'il est emmuré. Hortus conclusus, paradisa. Tandis qu'un parc ou un paysage est pour moi très différent. Pour moi, le paysage, je me réfère au philosophe Alain Roger, qui disait le pays devient un paysage par un acte culturel. Il a appelé ça l'artialisation, le fait de transformer le pays en paysage. Le pays est quelque part la réalité physique, et le paysage une façon de le voir et de le transformer. Et du coup, pour moi, les origines du jardin au paysage sont très différentes. Ce n'est pas juste que le paysage est plus grand que le jardin, mais c'est vraiment une autre façon de concevoir. Ouais, donc c'est quelque part un mouvement qui va différer, en fait, parce que tu parlais de cette différence entre un mouvement qui se replie sur lui-même et l'autre qui s'étend. Oui, et quand on a commencé à travailler ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de contradiction, parce que le site s'appelle Parc des Ateliers, mais ce n'était pas un parc paysager, mais plutôt un parc industriel. C'était même un désert, oui, en fait. Mais il s'appelle Parc, ce qui est drôle, parce que voilà, justement, c'était un désert. Et par le fait qu'il était emmuré, c'était un jardin. Et à un moment donné, avec Maya, on se disait peut-être c'est le jardin du parc. Je trouvais ça intéressant que c'est un jardin qui prétendait être un parc, mais qui voulait quelque part être un jardin. Du coup, il y avait c'était pas très clair. Et cette manque de clarté nous a aussi permis d'imaginer plus loin, en fait, parce qu'il n'y avait pas de façon de faire. Il fallait réinventer le lieu.
Il fallait réinventer le... Par ailleurs, quand je parle de désert, et ça on le verra demain avec Maya Awad, je ne veux absolument pas dire que c'était un espace où il n'y avait rien, au contraire, mais c'était que d'un point de vue d'un point de vue climatique, on était sur quelque chose qui était presque proche du désert en fait. Oui, je pense que la prochaine image le montre bien. C'est une image que j'avais prise en fait la première fois que j'étais venu ici en 2009. Et je me souviens, comme c'était hier, je descendais avec Maya Hoffman la rampe et on arrive sur ce lieu qui a été creusé dans le rocher. Du coup, il n'y avait ni terre ni eau. Et même après la fermeture des activités en 1980, la nature n'arrivait pas à reprendre... parce que pas de terre, pas d'eau, du coup pas de plantes ou très peu de plantes. Et on avait fait des recherches climatiques et on s'est rendu compte que c'était le climat d'un semi-désert. Et du coup, il y avait une température ressentie augmentée parce qu'on marchait sur une plaque chauffée en fait. Il y avait la radiation du soleil en été, mais aussi la radiation du sol. Et pour ceux qui l'ont vécu, quand on marchait des forges à la Grand'Halle, on avait mal à la tête parce que c'était trop. Je pense qu'on était en température ressentie à 55, presque 60 degrés. Et la température ressentie, c'est la combinaison de l'humidité, du vent, de la radiation et de la température. En fait, on le calcule, ça s'appelle UTCI, Universal Thermal Climate Index. Du coup, l'ensemble de ces paramètres nous dit ce que le corps ressentit. Et peut-être il y a quelques photos encore en plus. Je pense que je ne sais pas qui a l'œil. Je vais le faire moi-même. J'ai juste pris quelques photos avant, pendant, après. Toujours... Dans le paysage, c'est toujours important de voir l'avant. Parce que comme un projet de paysage est toujours une transformation, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est toujours cette transformation. Voilà, vous voyez ici, on est devant la mécanique. Quelques plantes qui arrivaient à pousser, mais qui résistent. Oui, qui malgré tout essayaient de s'enraciner. Et puis, sans vous faire toute l'histoire, mais on a du coup ramené des rochers des alentours de Arles, on a ramené la terre végétale d'un site ici juste à côté. On a créé une nappe phréatique artificielle. Vous voyez ici le petit bourrelet en béton. En fait, il y a 20 cm de gravier qui permettent de garder l'eau de pluie sous les collines. Ensuite, on a modélisé les collines et on les a modélisées comme s'ils étaient taillés par le vent. En fait, c'est un paysage de dunes qui permet d'avoir différents types d'écosystèmes par rapport à l'orientation, par rapport à leur distance au plan d'eau. Et ensuite, on a planté des grands arbres, des moyens arbres, des petits arbres, des 140 espèces, 80 000 plantes plantées une par une pour transformer ce demi-désert, vous voyez ici, dans ce climat méditerranéen. Et aujourd'hui, on a travaillé avec Transsolar, ils ont calculé que la température ressentie descend de 20 degrés. Du coup. Et maintenant, en été, il y a des enfants qui jouent dans le parc, tandis qu'avant, c'était même pas imaginable. Et je crois que tu disais qu'il y a 1800 mètres cubes l'été qui s'évaporent, et ce qui permet de rafraîchir complètement la... C'est l'évaporation des plantes du plan d'eau qui produisent le microclimat. Alors voilà, donc ce microclimat, donc c'est justement ce qui est intéressant, c'est que le microclimat, ses limites sont pas si claires, en tout cas elles sont pas aussi délimitées qu'un mur, qu'un enclos. Et ça me donne envie de poser une question à Véronique Mur sur ces plantes qui finalement se comportent de manière vagabonde. Est-ce que toi qui as beaucoup travaillé avec cette notion, est-ce que tu peux nous dire 2 mots dessus? Si on rentre directement par les plantes vagabondes par rapport au jardin, moi j'aime bien définir cette question. En fait, tout le temps de la présentation de Bas, je repensais à des pans de la présentation précédente et à cette évolution dans notre regard du jardin aujourd'hui qui est assez contraint aussi par la situation climatique dans laquelle on est et donc qui nous fait essayer de favoriser les plantes dites indigènes. Vous voyez, je mets des guillemets dans mes phrases en même temps que je prononce les mots parce que on sent bien que là, tout d'un coup, la notion du jardin, de la clôture, avec ce que tu appelles les plantes vagabondes. Alors c'est compliqué pour des plantes qui sont enracinées de les nommer vagabondes. C'est les populations qui vont vagabonder et pas les individus eux-mêmes.
Mais c'est vrai que dans un monde où tout change, eh bien, les formations végétales vont elles aussi changer. Et là, on arrive à une sorte de paradoxe, c'est d'essayer de retrouver une sorte de nature originelle qui serait vertueuse dans un monde où le biotope, c'est-à-dire les éléments de notre environnement, changent. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, la clôture du jardin, elle s'ouvre. En tout cas, elle est obligée de s'ouvrir un peu, surtout si on veut favoriser l'indigénat. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans des notions que peut-être tu voudras que j'aborde après, mais moi, la question de l'indigénat, j'aime bien le contourner et favoriser plutôt le spontané. C'est-à-dire, pour moi, c'est bien plus important d'être attentif aux plantes qui arrivent spontanément dans un lieu, quelles que soient leurs origines, plus qu'à des plantes qui seraient d'un lieu fantasmé. Tout droit du jardin d'Éden. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces plantes spontanées, justement, qu'est-ce que c'est que de laisser ces plantes spontanées advenir? Alors, ça m'oblige à revenir à... Je travaille beaucoup dans les milieux urbains et ça m'oblige à redéfinir qu'est-ce que c'est le milieu naturel et le milieu urbain. Parce que quand on parle, et tu l'as bien décrit, de qu'est-ce qu'est le biotope, par exemple ici, des ateliers avant la mise en place du jardin, ou qu'est-ce que c'est un biotope d'une ville, moi j'aime bien comparer ça à des biotopes de canyons. La ville, c'est un canyon. Et de ce fait, si on cherche à y mettre des végétaux que l'on va trouver dans un milieu naturel adjacent, ce n'est pas forcément ceux-là qui vont être bien adaptés. Alors, ce n'est pas un problème si on a les moyens, et par exemple ici, avec Bas, quand on a préparé cette table ronde, on a beaucoup parlé de la question en eau. S'il y a de l'eau, bien évidemment, ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas d'eau, eh bien, ça va être beaucoup plus intéressant de favoriser des plantes qui sont venues naturellement, au-delà de la question de leurs origines. Pourquoi ? Parce que ce sont des plantes qui vont installer leur système racinaire. Excusez-moi de rentrer dans des détails botaniques un peu pointus, mais moi, il me semble que c'est l'action du système racinaire qui va faire que la plante est bien adaptée ou pas. Et donc, si on se retrouve avec... je prononce des gros mots, du coup. Des figuiers ou des élantes dans les rues. Ça va comme gros mots, je pense. Oui, pour certains, c'est des gros mots, je le sais. On va... Comme on n'a pas choisi leur emplacement, on va avoir tendance à les éliminer. Pour autant, il me semble que demain, il serait important de faire la ville avec ces végétaux-là, parce qu'ils auront eu un système racinaire qui va leur permettre d'aller chercher l'eau là où elle est. Et vous le savez, quand vous plantez quelque chose, souvent, c'est à grand renfort d'eau que ça va survivre. Et donc, voilà, pour moi, la question de la plante spontanée est bien plus importante que la plante indigène, j'avoue. D'autant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'indigénat. Honnêtement, on n'en sait rien. Oui, ça c'était un point qui était intéressant en discutant, c'est que finalement ces plantes dites invasives, en fait c'est une question extrêmement compliquée. On ne comprend pas du tout ce qui appartient à quel endroit, etc. Et ça revient bien sur cette question d'un ordonnancement du monde qu'on essaie de plaquer dans une optique assez coloniale, plutôt que de suivre au plus près ce qui se passe. Hélène, est-ce que tu veux réagir peut-être sur... Juste rapidement, parce que c'est vraiment passionnant de vous entendre en regard de ce que j'ai vu. Hein. Et peut-être juste pour dire que dans cette histoire des jardins botaniques coloniaux, j'en ai pas parlé là du tout, mais il y a énormément d'échecs en fait. Il y a beaucoup de jardins qui sont très vite laissés à l'abandon pour les raisons qu'on imagine très bien. C'est-à-dire qu'en fait... on n'invente pas un jardin à partir de rien, et évidemment, il n'y a pas ces connaissances climatiques, il n'y a pas ces possibilités d'irrigation, etc. Et donc, cette histoire des jardins botaniques, on pourrait la raconter principalement sous le mode de l'échec et de l'abandon aussi.
Voilà, c'est évidemment pas ceux que j'ai pris, parce que ceux qui laissent des archives, c'est ceux qui ont continué, mais on sait que dans beaucoup de colonies, on choisit des sites parce qu'ils sont près de la résidence du gouverneur. Et puis, au bout de quelques années, on se dit, mais tiens, là, il y avait le jardin du roi, par exemple, au Sri Lanka. Ça serait peut-être mieux de travailler sur ces lieux parce que ça a l'air de pousser. Donc voilà, mais tout ça prend de longues décennies. Et donc, en voyant là le gros œuvre des travaux, je trouve ces photos vraiment formidables parce qu'elles font écho aussi à tout ce qu'il faut faire pour construire et inventer un jardin comme celui-ci. Je veux rebondir sur les plantes indigènes. Depuis 2 ans, je donne des cours à Harvard. Et ce qu'on fait avec l'école, je pense que c'est très intéressant, c'est qu'on essaye de lire la ville comme un microclimat artificiel. Évidemment, les bâtiments changent le vent, l'orientation du soleil ou même l'exposition au soleil. Les places et les rues changent la perméabilité et le ruissellement des eaux. Et du coup, on essaye de faire une nouvelle carte de chaque ville, chaque année une ville. Regardons ce microclimat et ensuite on compare ce microclimat artificiel avec un microclimat naturel similaire et on essaye d'apprendre ou au moins comprendre la logique de la nature dans ce microclimat naturel pour le transposer dans le microclimat artificiel. Et de cette façon-là, on met les plantes là où ils sont bien. Et toute l'idée d'indigène n'existe presque plus, en fait, ou existe encore plus dans l'idée qu'il faut comprendre le lieu dans lequel on travaille. Et c'est pas parce que souvent il y a des listes des plantes qui, oui, en dehors de la ville, sont indigènes, mais ne sont pas dans la ville. Et la ville, souvent, vous parlez canyon, quand on plante un arbre dans une rue, on est dans un lieu minéral qui est très différent d'un lieu, évidemment, autour de la ville. Du coup, je pense qu'il y a là une sorte de nouvelle nature qu'on peut imaginer, inventer, avec l'aide de la force naturelle des plantes. Alors c'est intéressant, parce que je ne vais pas réussir à résister à la question de la maintenance du jardin, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression... Donc, vous êtes tous les deux paysagistes et architectes en même temps, enfin en tout cas il y a une question d'architecture très présente, même d'ingénierie. Et en fait, comment on organise la maintenance du jardin quand on la conçoit? Parce qu'un bâtiment, il y a une question de maintenance évidemment, mais bon, une fois que les pierres quelque part sont assemblées, la chose est censée durer. Le jardin, c'est toute une autre paire de manches. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Nous, on dit le pire moment pour un paysagiste, c'est la réception des travaux. Après, c'est que mieux. Il faut attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais le pire moment, c'est on dit, on s'excuse presque. Oui, ça sera mieux l'année prochaine. Et j'avais dit aussi ici, il faut au moins 3 ans. Et ceci, c'est très très beau maintenant. Enfin, vraiment, c'est beaucoup mieux maintenant qu'il y a 3 ans. On doit le dire. Et du coup, c'est très gênant parce qu'un architecte, il est très content que c'est fini parce que là, c'est parfait. Ah oui. Et puis après, ça peut que se dégrader quelque part. Tandis que chez nous, c'est toujours compliqué quand c'est fini. Et ici, dans ce cas-là, ce qui est très compliqué, c'est que c'était très expérimental. On a fait du overstacking. On a trop planté. Comme on était dans un désert, on n'était pas sûr. En fait, j'avais peur de la mortalité. Parce que voilà, les premières plantes qu'on plantait, on les plantait dans un désert. Maintenant qu'il y a 80 000 plantes, le plan d'eau... 80 000, oui. 80 000. Le plan d'eau, il y a un microclimat qui s'est installé, mais au départ, il fallait planter au plus vite possible. Et du coup, on a trop planté dans l'idée que mieux on plante trop. En fait, on voulait créer un climat, on voulait créer un écosystème. Et du coup, c'était pas il n'y a pas de composition dans ce sens. Il y a une comment dire, du coup, si un plante qui part, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas une sorte de composition qu'il faut garder, mais il faut ce changement. Et du coup, ça demande un autre type d'entretien, un entretien plus intelligent où et chaque mois, on fait un tour avec l'entreprise qui fait l'entretien et on décide ensemble ce qu'il faut faire. Mais c'est pas, en fait, c'est en fonction de ce qui se passe. Et par exemple, avec la Tour du Voilà, chaque année, on relève la vie dans l'air, dans l'eau et dans la terre. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus de 100 espèces qui se sont invitées.
Et du coup, on ne les éradique pas. Au contraire, tout le monde est bienvenu et on essaye de trouver la place pour ces espèces. Mais du coup, chaque année, on continue à faire ce relevé parce que c'est très intéressant de voir comment cet écosystème trouve aussi son équilibre. Et alors, Véronique, avec ces plantes justement spontanées, comment est-ce que ça se... Enfin, est-ce qu'elles ont besoin de même type de maintenance? Enfin, en tout cas, comment ça s'organise? Oui, moi je crois que déjà j'essaie de supprimer le mot entretien, parce que le mot entretien, comme tu le dis, en fait, il indique une conservation de quelque chose qui a été créé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup évoluer dans les jardins, parce que on est en train de passer d'un jardin, mais exactement ce que tu le dis, c'est-à-dire conçu, et ensuite il y a des équipes qui l'entretiennent et qui essaient de maintenir avec la croissance des plantes, mais le plan du concepteur. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, avec toutes à la fois les nouvelles conceptions du jardin, notre rapport à la nature, et puis les contraintes climatiques et l'accès à l'eau, tout ça est en train de se révolutionner. Et un concepteur de jardin, c'est plus quelqu'un qui dessine un jardin, qui le fait planter et qui s'en va. Au contraire, le jardin, exactement ce que tu le dis, va commencer au moment où on le plante. Et tout le travail du concepteur, et ça pose de vraies questions par rapport au métier même de paysagiste et à leur marché, leur contrat de conception, parce que le paysagiste, et on en a parlé, une fois qu'il a planté, c'est fini. Il est en dehors du jardin, il y a très peu de jardins. Moi, je connais le jardin du Rayol, au Rayol Canadel, dans lequel Gilles Clément a un contrat et va plusieurs fois par an discuter avec les jardiniers. Moi-même, je vais assez souvent au jardin des migrations Mucem pour discuter avec les jardiniers, mais c'est extrêmement rare que les paysagistes suivent leur jardin. Alors qu'aujourd'hui, j'aime bien le mot de Gilles Clément qui dit aujourd'hui, il faut partager la signature, c'est-à-dire il faut partager la signature entre le paysagiste, le jardinier et les plantes qui vont, alors pour le coup peut-être vagabonder dans le jardin, mais qui vont faire le jardin et s'installer toutes seules. Alors il est bien entendu impossible de faire un jardin qu'à base de semis. J'imagine mal un maître d'ouvrage qui accepte qu'on sème le jardin. Alors là, ce serait pire en lui disant, ben voilà, un peu de temps et vous allez voir, ça va être très beau. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Bien sûr, mais moi, je m'appuie beaucoup sur ce qui s'est passé au jardin d'immigration au Mucem parce que c'est un des seuls jardins. Alors, moi, j'insiste sur la question de l'arrosage, d'abandonner, désolé, mais je milite pour l'abandon de l'arrosage automatique et favoriser un arrosage à la main qui permet de donner aux plantes, quand elles en ont besoin, de l'eau et si elles en ont besoin, et de regarder ces plantes. Et donc, au jardin d'immigration, il y a eu beaucoup de mortalité, mais il y a eu beaucoup de ressemis derrière. Et on s'aperçoit que c'est ce ressemis qui va faire le jardin robuste. Je ne dis pas résilient parce qu'il faut abandonner ce mot-là. Ce terme, oui. Mais voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'arrêter l'entretien, revenir au jardinage et de tous ensemble jardiner. Mais je crois que sur l'eau, Véronique, Bas, tu aurais une autre approche parce que en fait, beaucoup des plantes ici, tu as planté des espèces qui étaient justement pouvaient être abreuvées par l'eau qu'elle avait, par les niveaux de pluviométrie. Il y a deux choses. Quand une plante vient de pépinière, il a un système racinaire compact. Il ne s'est pas développé sur le site, c'est pour ça qu'il a un système racinaire compact pour pouvoir le mettre sur un camion et le planter. Du coup, il a besoin d'un arrosage artificiel. Le temps, 3 ans, qu'il se développe ses racines et qu'il peut lui-même trouver l'eau. Du coup, il y a besoin de cet arrosage au début. Après, ici, dans le parc, comme je disais, on a créé des nappes phréatiques artificielles, comme c'est que des plantes de la région et des plantes qui sont choisies justement pour la capacité par rapport à la sécheresse. L'idée, et je le dis
si le climat ne change pas trop, ces plantes-là devraient survivre sans arrosage d'ici 1 an ou 2. Parce que en fait, chaque goutte d'eau ne peut quitter le site que par évaporation. C'était ça tout le concept. Il n'y a pas de déversoir. Et après, le changement climatique, est-ce qu'il va nécessiter d'arroser ou pas, ça on verra. Le système, il est là. Et on a eu la chance, et tu l'as dit, d'avoir le Craponne, le canal, qui passe à côté, et quelque part, l'eau non utilisée par les agriculteurs, on a le droit de le pomper dans l'étang, de le filtrer et l'utiliser pour cet arrosage. Mais tout le parc a été conçu pour être autonome, sans arrosage, d'ici 1 an ou 2. Et il faudra l'essayer justement pour voir comment il se comporte sans arrosage additionnel. Si je peux juste bien sûr. prolonger Oui, bien sûr, cette question du non-arrosage, parce que ça implique aussi un changement de regard de tous. C'est-à-dire, j'ai parlé de ce partage de la signature entre le paysagiste, le jardinier et les plantes, mais ça nécessite aussi que l'on soit tous conscients. Je suis botaniste, je ne suis pas paysagiste, je suis botaniste, mais je suis une botaniste méditerranéenne, donc je parle pour la Méditerranée. En Méditerranée, on a perdu quelque chose qui est pourtant la réalité, c'est que la mauvaise saison, c'est l'été. Alors on le sait, hein, aujourd'hui on sait qu'on a chaud en été, mais c'est vrai aussi pour la végétation. Et ce qui veut dire que autant on accepte que la végétation, l'hiver, soit au repos, ça ne vous fait rien de voir des arbres sans feuilles l'hiver, tout le monde a intégré ça, autant en Méditerranée, on a perdu la notion que le moment, la saison de repos, c'est l'été. Ce qui fait que les arbres vont arrêter de fonctionner en été. Pour autant, c'est à ce moment-là qu'on va leur demander de transpirer pour nous rafraîchir, d'avoir des feuilles pour nous ombrager, et puis d'avoir des fleurs pour agrémenter nos jardins. Mais ne serait-ce qu'avoir des fleurs, c'est une consommation d'énergie énorme pour la plante. Et donc, dans un autre domaine dans lequel je milite, c'est pour arriver à retrouver ce regard sur des jardins estivaux qui sont au repos et de laisser les plantes tranquilles. Et c'est extrêmement compliqué parce que l'été, nous, on est en vacances, on a envie d'avoir un environnement beau et ça nous ramène à une autre notion, celle de l'esthétique du jardin, qui passe souvent par la fleur. Et voilà, je pose ça juste comme ça. Non, mais c'est très intéressant, et puis ça rebondit bien avec ce que nous disait Patrick Bouchemont hier, c'est qu'il ne peut pas y avoir une solution simplement technique sans un imaginaire qui va charrier quelque chose avec. Donc là, on peut avoir plusieurs conceptions qui peuvent s'opposer, et c'est une richesse, c'est une diversité, c'est intéressant. C'est vrai que le jardin dont tu me parles là ne m'évoque pas une espèce de... Voilà, je ne vois pas toutes ces couleurs qui s'affichent dans ma tête, mais c'est intéressant justement de réfléchir à des manières de rééduquer son regard, de repenser à une expérience. Cette question finalement de la... Enfin, ce serait pareil, Hélène, j'aimerais bien te reposer une question par rapport à ça, parce que le jardin collégial, j'imagine que d'ailleurs tu nous l'as très bien montré, la composition esthétique était absolument capitale dans son organisation. Mais oui, ça reprend ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a des attentes liées à des imaginaires sociaux, et on estime que ce que les gens veulent voir, c'est ça. Alors, comme tu le disais très bien, peut-être qu'il faut juste leur proposer autre chose et que petit à petit, d'autres constructions sociales se font. Mais à la période coloniale, c'est typique. Là, j'ai cité rapidement, mais par exemple, à Singapour, il y a d'immenses pelouses parce que les Britanniques qui sont dans la colonie veulent des pelouses parce qu'il manque d'herbe, en fait. Voilà, ils le formulent comme ça déjà dans les années 1850. Mais ce manque d'herbe, voilà, c'est aussi une construction intellectuelle, donc comme tout manque, d'ailleurs. Donc, le mal du pays, c'était... C'est la nostalgie, c'est le mal du pays, mais
voilà, on peut l'imaginer, le combler autrement aussi. Donc voilà, cette idée qu'il y a des imaginaires sociaux très forts qui président à la manière dont on va organiser les jardins, elle remonte à très très loin, hein, je crois. Alors moi, j'ai même une ambition qui est peut-être un peu trop grande pour moi. Je fais assez souvent une conférence qui s'appelle Quitter le paradis pour déconstruire la notion de fertilité. Et voilà. Et donc Et tu t'apprêtes à nous donner la conférence, on l'attend. J'en dirai pas plus. Si, au contraire. Non, on a très envie. Non, parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des plantes qu'il y avait avant ici, qui étaient le désert. Et moi, j'aime bien dire que pour toute plante du désert, le désert, c'est fertile. Voilà. Tout dépend d'où on parle. Et souvent, nous, on parle d'une posture humaine avec, donc toujours en surplomb. Je ne vous ferai pas à nouveau l'histoire du rapport de la temporalité entre le règne végétal et le règne humain sur cette planète. Patrick Boucheron en a parlé hier. Mais on parle toujours en surplomb et avec toujours une notion de fertilité qui est liée très souvent, si vous piochez au plus profond de vous, à la question de productivité, de production et souvent de consommation. Et donc, si on quitte ces habits-là, eh bien, une plante qui pousse dans le désert, elle est tout à fait adaptée au désert. Donc, la question de fertilité, elle devrait se poser dans ce sens-là. Moi, je suis assez spécialisée sur les plantes de garrigue. Eh bien, je vous promets que les plantes de garrigue, ce ne sont pas des plantes exubérantes. Pour autant, la garrigue est fertile pour eux. Et donc, si on essaie de les enrichir pour les faire pousser plus, eh bien, on va souvent les faire mourir plus vite aussi. Non, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, alors, toute la conférence demain va explorer ces jardins qui peuvent prendre d'autres formes. Et alors, beaucoup retravailler. Maya Awad nous parlera de retravailler les imaginaires du Sahara, et on aura la possibilité avec Tarek El-Haris d'imaginer des jardins proches de la mer, en tout cas lui donner d'autres formes. Ce qui me donne envie de vous poser un peu la question pour conclure, on a encore quelques minutes. On a commencé par se demander finalement quel était le périmètre du jardin, quelle était sa taille, qu'est-ce qu'il englobait, qu'est-ce que c'était que ces entités qui sortaient de ce dernier, qu'est-ce qui constituait. Mais ça peut être intéressant aussi d'imaginer à quoi la notion de jardin s'oppose en fait. Et ça, historiquement, j'aimerais bien poser cette question à Hélène Blay. Dans le vocabulaire colonial, quel était l'opposé du jardin ? Alors, ça dépend des sites, hein, mais effectivement, il y a toute une représentation autour de ce qui n'est pas ordonné aux yeux des Européens, donc la jungle, la forêt tropicale, tous ces espaces-là, hein, que le jardin clos en général dans la principale ville coloniale, auquel il contrevient. Alors en même temps, c'est parfois plus complexe que ça parce qu'on a un certain nombre de jardins où il y a des espaces très restreints, justement dits de jungle, où on pense que faire voir un petit parterre de buissons du pays, ou voilà, c'est ce qu'on voyait aussi sur les plantes du pays, de faire voir ça donne encore mieux à voir le contraste. Mais on est sur cette logique coloniale, pas très fine, hein, d'une opposition très, très claire. Alors en même temps... Pas fine du tout, d'ailleurs. Pas fine du tout. Il y a une petite anecdote à laquelle je pense maintenant par rapport à cette question de la jungle, qui est tout à fait révélatrice, je crois. C'est que au jardin d'essai d'Alger, encore aujourd'hui, il y a un arbre remarquable, il y a souvent des arbres remarquables dans les jardins, qui est dit l'arbre de Tarzan. Et il y a une véritable légende urbaine, hein, qui dit que le premier Tarzan a été tourné au jardin d'essai d'Alger. Alors, en fait, c'est pas vrai, hein. Les premiers Tarzans étaient tous tournés en studio à Hollywood, mais pour les Algérois, on se donne rendez-vous à l'arbre de Tarzan. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est justement dans ce jardin d'essai qu'il y a cet arbre qui représente la vie dans la jungle. Donc on est dans quelque chose qui dit vraiment toutes les contradictions, hein, de cette opposition
en plus sur un mode un peu fantasmagorique, mais ça c'est plutôt drôle. Et néanmoins, cette jungle, enfin, il me semble que j'avais lu qu'elle était, enfin, dans ces jardins, que finalement, elle n'était pas pacifiée. Enfin, en fait, on gardait des espèces assez dangereuses pour l'humain. Enfin, À Singapour, il y a un espace de jungle dans le jardin botanique, dans l'espace clos du jardin botanique, qui a été fait sur un espace de forêt. Ils ont conservé un espace de jungle. Et il y a des crocodiles dans le bassin, hein, comme si on imaginait quelques bêtes féroces, dont on sait qu'ils existent parce qu'ils mangent, à 2 reprises, ils avalent des gardiens. Donc ça donne ça donne des traces dans les archives. Voilà. Donc, at your own risk. donc il y a toujours effectivement une nature qui peut ressurgir là où elle n'était pas complètement prévue, en tout cas dans cette liberté-là, de manger les gardiens. Ouais, je voulais montrer, voilà, du coup, puisqu'on a planté plus de 140 espèces, on s'est dit aussi que c'est intéressant que les écoles peuvent venir voir et comprendre quelles plantes on a plantées. Je veux dire un mot sur le choix des plantes. Puisqu'on est sur un terrain stérile ou de désert et qu'il fallait faire un parc, évidemment, on a exploré les alentours de Arles. On s'est rendu compte qu'il y a ces 3 grands paysages, Camargue, Crau-Alpi. Et on a essayé de faire une sorte de paysage hybride en accélérant les processus naturels. Évidemment, c'est un peu touchy. mais ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de voir à partir des plantes pionnières comment le site aurait évolué d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, et d'accélérer cela. Du coup, vous voyez des plantes pionnières à côté des plantes climax. Et tout ça sur un terrain réduit. Du coup, à la fois, il y a une accélération d'un processus naturel et une concentration, parce que si vous allez des Alpes jusqu'à la Méditerranée, c'est 110 km, je pense, à peu près, qu'on a quelque part comprimé sur 110 mètres. Du coup, et ça, je trouve ça intéressant. Il y a un côté botanique, évidemment, mais il y a aussi un côté très expérimental par le fait d'accélérer et de compresser l'espace et le temps. Je cherche. Voilà, du coup, juste pour voilà le site en 2009 et le site il y a 3 ans. D'ailleurs, il faut reprendre il faut reprendre parce que là, justement, vous voyez chaque plante comme des petites sucettes et qu'aujourd'hui, évidemment, il y a cet étalement. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, il y a presque 2 notions, enfin, que je trouve vraiment très intéressantes dans vos pratiques réciproques, qui est celle de ce temps accéléré et puis celui de favoriser les plantes spontanées. Et je trouve que ça a été très intéressant de pouvoir en discuter un petit peu, enfin, en tout cas, même beaucoup. Peut-être que, Hélène, tu voulais peut-être conclure, enfin, tu voulais parler encore de ces plantes invasives, de cette notion, puisque c'est C'était plutôt une question, peut-être, parce que vous avez tous les deux parlé de l'accueil des plantes vagabondes, de la spontanéité, etc. Et alors, peut-être je me trompe complètement, hein, mais on nous dit que certaines plantes prennent toute la place et prennent la place des autres. Et donc, je voulais savoir quand même si vous envisagiez l'arrachage de plantes parfois, ou surtout pas. Et voilà, c'est une question un peu rhétorique, mais je me permets de poser la question. Parfait, on a peut-être pu commencer par celle-ci d'ailleurs. Parce qu'il y a une histoire des plantes envahissantes aussi qui est intéressante. Donc voilà, je voudrais savoir où on en est. Mais ça c'est la discussion qu'on a chaque mois quand on se balade dans le parc et qu'on décide est-ce que on laisse les euphorbes prendre autant de place, est-ce qu'on les taille un peu pour laisser place aux autres. Du coup, on intervient. Et comme tu le dis très bien, on essaye de jardinier le lieu, de l'accompagner. Et évidemment, il faut faire des choix, sinon il y a... Mais c'est des discussions, parce qu'il n'y a pas de vérité. Et on essaye, et de temps en temps, une année on a essayé ceci, l'année prochaine on essaiera autre chose. Du coup, ça reste un lieu d'expérimentation. À nouveau, je vais citer Gilles Clément, mais qui dit que du coup, le jardinage maintenant devient un jardinage par soustraction. C'est-à-dire, au lieu de planter, eh bien, on va choisir dans le jardin.
Et ça, c'est de l'ordre du vagabondage. En ce qui concerne les plantes invasives, je pense que ce n'est pas dans le jardin qu'on va se retrouver face à cette typologie. Ça va être plutôt des confrontations dans un milieu dit naturel. En moins d'une minute, pour donner mon sentiment là-dessus, c'est que quand on parle de plantes invasives, déjà on associe deux mots. C'est toujours les plantes exotiques, envahissantes ou invasives. On ne va pas revenir sur cette distinction-là. Et donc ça, c'est un premier biais, à mon avis, c'est-à-dire de toujours l'associer à l'exotisme. Et le deuxième biais, c'est de jamais envisager, dans cette question, ces politiques d'élimination des plantes invasives, les milieux dans lesquels ils poussent. Parce qu'en fait, si on est attentif aux dynamiques des plantes dites invasives, on s'aperçoit que c'est toujours dans un milieu perturbé, où que ce soit. Vous ne trouverez jamais de plantes qui vont envahir, entre guillemets. C'est quand même un mot qui est un mot guerrier, hein, qu'on attribue à la végétation. Et donc, il n'y en a jamais qui vont envahir un espace qui fonctionne. Alors, on ne dit plus en équilibre aujourd'hui, parce que cette notion d'équilibre, elle a tendance à disparaître, parce que c'est toujours du mouvement. Mais on est toujours dans des milieux qui ont été perturbés. Et perturbés par qui? Et ça, on oublie complètement. Ça rentre pas dans le... Ce qui rentre pas, c'est que peut-être ces plantes dites invasives, si on leur laisse le temps du végétal, eh bien, elles mettent en place ce qu'on va appeler un écosystème émergent, c'est-à-dire un nouvel écosystème qui vont ramener d'autres types de végétation. Mais ça, on a du mal à le regarder comme ça. Je crois que c'est une très belle manière de conclure cette section. Merci beaucoup pour cette discussion. Et on a le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Alors, on va aller avec les... Bonjour, merci. J'avais une question rapide concernant les étiquettes. Quels ont été vos débats là-dessus? Comment vous les avez pensés? Parce que c'est une chose qui existe depuis toujours, comme Hélène Blais nous l'a montré. Comment vous l'actualisez, vous le rendez contemporain aujourd'hui? Alors, c'est une question adressée à l'historienne ou au jardin? Oui, nous, évidemment, on a regardé les étiquettes qui existent. On s'est posé la question de quelle langue, est-ce qu'on met le territoire d'origine. Et finalement, on voulait faire assez simple. Du coup, on a mis le nom botanique en latin et le nom en français. Et finalement, on a hésité aussi de mettre l'année de la plantation, mais finalement, on s'est dit on va juste mettre le nom de la plante et rien d'autre. D'autres questions? Je vais donner le micro à Alessandro. Bon, juste un petit mot napolitain là-dedans. Alors, j'ai deux choses. Alors, on commence par ces histoires de vagabonds. Alors, on est à Paris, il y a plein de graminées qui sortent partout. Moi, je pleure énormément. Il y a beaucoup de gamins qui pleurent, les parents qui se fâchent, les chiens qui aboient, les gens sont tous... Et la mairie de Paris est toute contente parce qu'on a licencié les jardiniers, parce qu'il faut faire repousser les graminées partout. Donc, tout le monde est content, et c'est du vagabond, et tout le monde se fâche, et de un. Et de deux, sur ces questions des jardins, il y a quand même du privé, du public, c'est pas forcément la même chose. Disons, les plans des riches, les plans publics, on fait quoi avec? C'est pas exactement les mêmes politiques. Il y a les paysagistes privés, les paysagistes publics, et le privé, c'est pas forcément les riches, ça dépend si on est à Calcutta ou à Paris. Mais du coup, on entre comment dans ces questions un peu plus sociales? Sur la question des allergies, oui, on est de plus en plus sujet à des allergies. Alors, souvent, je ne dis pas que les plantes ne sont pas allergènes, hein, je ne dis absolument pas ça, mais je dis que ce ne sont pas les seuls responsables et que si aujourd'hui on est autant allergique, c'est à la fois parce que il y a des taux de pollen importants, mais aussi parce qu'on est confronté à des pollutions importantes et que voilà, c'est un cocktail.
Et donc, je crois qu'il faut le remettre dans son contexte. En ce qui concerne la question des paysagistes des riches et paysagistes des pauvres, honnêtement, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là et je ne saurais pas quoi vous amener là en 30 secondes comme réponse à ça. Simplement, je pense que ce qui est indistinct, c'est ce changement de regard dont je parlais tout à l'heure et notre obligation aujourd'hui de ne plus être en surplomb par rapport au règne végétal, mais d'accompagner du vivant. J'aime bien un titre du philosophe Antoine Aignon qui dit qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation, alors il ne parlait pas pour le végétal, mais pour les migrants, mais moi, je me le suis approprié pour le végétal, qu'il est important de vivre à plusieurs peuples sur le même sol. Et ça me paraît indistinctement de la notion de privé ou du public. J'ai une petite question. Mathieu, ah oui, non, allez-y. Ensuite, oui. Attends, pardon, il y a une question d'abord qui sera Charles. D'accord. Bon, déjà, bravo pour ce parc, ce jardin, qui est vraiment magnifique. Alors, nous sommes au mois de mai, et peut-être que certains savent qu'en mai, c'est No Mow May. Donc, on ne tombe pas ces pelouses pour respecter la biodiversité et les insectes. Et on sait qu'en ce moment, nous vivons dans une insecte apocalypse, c'est ce que disent certains scientifiques. Là, c'est parfaitement tondu, c'est très beau. Mais ma question, c'est de savoir quelles sont les actions mises en place au sein du jardin pour favoriser, redynamiser cette biodiversité des insectes, premièrement. Et deuxièmement, vous parlez d'entretien du jardin, mais quel est l'objectif du jardin? Est-ce qu'il y a des actions de médiation qui sont organisées? Parce qu'il me semble que c'est essentiel de créer du lien entre les publics et leur environnement au-delà d'un parc. Et voilà. Qu'est-ce que vous organisez est-ce qu'il y a des médiations qui sont organisées pour attacher effectivement les publics et les plantes? Vous avez les noms des plantes, mais est-ce que ça incite pas aussi les publics à ne pas chercher plus loin que ça? Moi, j'utilise beaucoup PlanteNet, par exemple, et quand je vais dans la nature, j'utilise absolument sans arrêt. Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'aimerais poser. Il y a tout un programme de médiation organisé par la Fondation Luma. Il y a aussi toutes les écoles de la région qui viennent visiter le parc. L'année passée, ou il y a 2 ans, on a planté je pense même une centaine de bulbes aussi avec les écoliers. Du coup, et les adultes, voilà, mais c'était un moment très chouette aussi. J'avais envie que les enfants reviennent du coup pour voir les plantes qu'ils ont plantées eux-mêmes dans le parc. Après, la pelouse, c'est une bonne question, on en a beaucoup parlé. Finalement, il y a, de mémoire, il y a 1/8 de la surface qui est pelouse. On a vraiment voulu créer cette nature accélérée et du coup, il y a très peu d'entretien finalement dans les zones végétalisées. On laisse faire, mais les pelouses, elles sont là pour les hommes. Hein. La nature n'aurait pas créé des pelouses comme ça. Du coup, c'est l'exception quelque part dans l'idée du parc qui imite ce que la nature aurait fait. Mais les pelouses, voilà, comme dans les colonies, dans la ville de Arles, ville romaine, il y a très très peu de pelouses et on voit bien qu'en été, les gens ils viennent au parc pour passer l'après-midi dans l'ombre d'un pin sur la pelouse et ça sert à cela. Du coup, oui, il y a moins de place pour les animaux sur ces pelouses, mais ils ont l'idée, c'est qu'on utilise la pelouse, mais on ne se vagabonde pas dans les zones plantées. Ça, c'est pour les animaux et les plantes. Du coup, c'était un choix. Et à un moment donné, on avait même dit qu'il faut une grande place minérale pour pouvoir organiser des concerts. Et on s'est dit non, faisons ça quand même sur cette pelouse. On a créé une pelouse très drainante. En fait, c'est une pelouse qu'on utilise d'habitude pour le terrain de sport. Du coup, on peut organiser des concerts, on peut jouer dessus tous les jours. Et il est très résistant à cela. Du coup, c'était un choix d'avoir la pelouse pour les hommes et les plantes, ou les zones végétalisées pour les plantes. Merci, Mathieu Dupérex. Oui, c'est transversal à la totalité de la séquence que j'ai trouvé remarquable. Je me souviens d'un papier d'une historienne américaine, Caroline Ford, consacré à l'éco-anxiété coloniale. Alors,
Caroline Ford s'appuyait sur les exemples essentiellement algériens et marocains, donc à partir des jardins d'essai, notamment du jardin d'essai d'Alger. Donc toute une doctrine de reforestation du Maghreb avait été organisée par Paul Boudy et avec des codes forestiers et tout ça. Et cette éco-anxiété coloniale était appuyée scientifiquement par des données totalement erronées sur ce qui avait précédé la colonie au niveau du climat méditerranéen du Maghreb, et comme quoi les Arabes avaient été les ennemis de l'arbre. C'est une citation de Paul Boudy. Et en cela, en fait, cette éco-anxiété, elle formulait justement des choses sur le désert. Donc l'histoire environnementale, d'ailleurs, nous aide à cela. Quand tu as dit au début de cette table ronde, c'était un désert ici. C'était un désert, c'est aussi cette phrase qui est revenue à propos de la Camargue et de son industrialisation. C'est un désert, donc on peut y mettre des industries. C'est pas habité par les gens, c'est pas pratiqué par les gens. Et en fait, c'est aussi intéressant de voir en fait comment ces catégorisations continuent de voyager indépendamment finalement du fait que nous avons peut-être clôturé une séquence coloniale, mais que cette éco-anxiété coloniale, finalement, elle continue de nourrir, dans une certaine mesure, je voulais votre réaction là-dessus, bien les façons dont on interprète les naturations, renaturations, préservations d'un certain biotope aujourd'hui, et les jugements qui sont portés dessus, et puis qui sont aussi des questions d'usage à terme. Mais ça, c'est des questions d'histoire environnementale qui font que philosophiquement, on doit appréhender le ressort de l'éco-anxiété avec lequel finalement ces jardins sont composés. Merci Mathieu. Juste, je précise une chose. Quand je dis c'est un désert, je voulais dire c'était un climat désertique, justement, parce que comme tout le travail de l'histoire environnementale, et que c'est ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de repeupler des imaginaires ou des espaces qu'on imagine justement dépeuplés, alors qu'en fait ils le sont. J'appelle cette précision. Mais Hélène, j'imagine que tu voulais peut-être... Oui, merci pour cette remarque. Et la référence à Caroline Ford est très importante. Il y a une autre historienne américaine qui a travaillé aussi sur ces questions-là, qui est Dinah K. Davis, et qui met en avant... Répétez le nom peut-être, parce qu'on Dinah K. Davis, et qui a mis en avant la... Traduit. Voilà. Juste pour rappel. Et qui a mis en avant la notion de mythes environnementaux. Donc c'est ce que vous évoquez là, c'est-à-dire qu'effectivement, le rapport qu'on a à la nature, il se fonde sur toute une série de mythes. Et ça, c'est très vrai, on l'a bien décrypté maintenant en situation coloniale, de mythes qui reposent aussi sur une délégitimation permanente et très violente des pratiques autochtones et du rapport à la nature de manière assez systématique. Mais je crois que vous avez raison, ces mythes environnementaux, cette idéalisation aussi d'une nature vierge ou dégagée de toute emprise humaine et qu'il faudrait retrouver, elle persiste bien au-delà du temps colonial et elle peut permettre de comprendre cette éco-anxiété qui est la nôtre aujourd'hui, même si évidemment elle repose sur des faits scientifiques qui là ne sont plus de l'ordre du mythe, mais elle se nourrit aussi en partie de ces imaginaires dont on a pas mal parlé. Eh bien, je crois qu'on peut conclure là-dessus, sauf si vous voulez rajouter encore un mot, si ce n'est que moi je trouve, par rapport à toute cette question de la gestion de l'éco-anxiété, justement, se retrouver dans des espaces dans lesquels on voit qu'on est capable de recréer des microclimats, qu'on voit qu'on est capable d'aménager des espaces qui permettent de nous accueillir, nos enveloppes physiques, mais aussi nous offrir des espaces récréatifs. Et c'est peut-être là aussi l'une des fonctions extrêmement importantes du jardin, ou en tout cas des figures, même si des figures qui s'en éloignent. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour cette discussion passionnante. On vous retrouvera, on va prendre une pause qui va durer une dizaine de minutes avant de voir le film de Laura Huertas Milan, Le Labyrinthe, en présence de l'artiste. Mais avant ça, on applaudit nos intervenants.